pense qu'on va pas tarder à commencer. Merci beaucoup d'être venu pour assister à ce débat sur la garantie à l'emploi. Donc si vous avez des questions, ou des thèmes que vous voudriez aborder, n'hésitez pas à intervenir à n'importe quel moment, on fera passer le micro. Alors je vais présenter les intervenants. Donc on est avec nous Marie Toussaint, qui est juriste en droit international environnemental, députée européenne Europe Écologie Les Verts depuis 2019, cofondatrice de l'association Notre Affaire à tous, qui a proposé la campagne L'Affaire du siècle, qui vise à poursuivre l'État en justice pour son inaction climatique. Adrien Quatennens, également, qui est député France Insoumise de la première circonscription du Nord depuis 2017. Et enfin, Chloé Ridel, haut fonctionnaire, directrice adjointe de l'Institut Rousseau, qui a porté notamment les projets Un emploi vert pour tous et Mieux voter, qui est une proposition de l'élection au jugement majoritaire. Alors, très brièvement, je vais introduire ce que c'est que la garantie à l'emploi, puisque si on en parle beaucoup dans le débat public, c'est une idée qui n'est pas nouvelle, à la fois dans l'histoire économique et dans l'histoire des idées. Donc, dans les années 30, juste après la grande récession, les États-Unis fondent le New Deal, et une partie de ce New Deal s'appelle le Work Progress Administration, qui vise à embaucher 8,5 millions de chômeurs pour effectuer des travaux publics, notamment de reboisement, de construction de ponts, de routes. Donc le concept n'est pas encore vraiment théorisé, mais les États-Unis appliquent déjà ce concept de garantie à l'emploi qui vise à embaucher des chômeurs pour effectuer des travaux publics. Et dans les années 80, le concept est théorisé par des économistes post-keynésiens. Il est théorisé dans la forme de l'État employeur en dernier ressort, de garantie à l'emploi. Et donc l'idée de l'État employeur en dernier ressort, c'est à la fois bien sûr de lutter contre le chômage, parce que l'idée est d'embaucher des chômeurs, mais aussi de lutter contre l'inflation. Donc la garantie à l'emploi, c'est vraiment l'idée qu'on va lisser les fluctuations économiques conjoncturelles. Et donc en période de récession, quand la croissance diminue et que la production diminue et donc que le chômage augmente, on embauche des chômeurs à un coût raisonnable pour éviter l'effet cumulatif d'une période de récession dans laquelle la production s'effondre, la demande également, et donc la production chute. Donc l'idée, c'est vraiment de limiter l'effet cumulatif d'une période de récession. Et à l'inverse, en période expansive, la croissance augmente, l'emploi également. Et on mise sur le fait que les employés du public vont aller plus dans le privé pour des emplois plus rémunérateurs. Parce que le principe de la garantie à l'emploi, c'est qu'on emploie à un salaire assez bas. Et donc voilà, donc c'est vraiment conçu comme une politique publique qui vise à stabiliser et à limiter l'ampleur des fluctuations économiques conjoncturelles. Et enfin, donc, toutes ces théories qui ont été conceptualisées dans les années 80 ont été récemment traduites politiquement, notamment en France. Donc d'abord avec le projet Territoire zéro chômeur, qui a été initié par ATD Quart Monde et qui visait à embaucher des chômeurs de longue durée sur la base du volontariat. Donc l'idée était vraiment que les gens étaient libres de participer à cette expérimentation. Et bien sûr, s'ils refusaient, ils continuaient de toucher des aides sociales. Et donc l'idée, c'était de les embaucher dans des contrats en CDI, à un salaire un petit peu au-dessus du SMIC, mais on y reviendra plus tard, pour des emplois qui sont à la fois utiles socialement et écologiquement. Donc ça a donné lieu à d'abord 10 territoires qui ont expérimenté ça, puis ça a été récemment étendu à 50 territoires, avec des emplois comme le service à la personne, des recycleries, des garages solidaires, une réhabilitation des jardins ouvriers, etc. Et plus récemment encore, la proposition Un emploi vert pour tous a suggéré d'étendre ce dispositif de territoire zéro chômeur, cette fois-ci à 1 million de personnes pour travailler dans des secteurs utiles écologiquement. Alors pour commencer, Chloé Ridel, est-ce que tu pourrais nous rappeler ce en quoi consistent les emplois verts? Quel type d'emploi, quel contrat, quel salaire? Merci beaucoup Loya. Donc la garantie d'emploi en une phrase consiste à donner un emploi à tous ceux qui en sont privés et qui veulent travailler. C'est pas une politique d'emploi obligatoire. Et c'est
une action volontariste pour éradiquer dans notre pays le chômage de longue durée qui agit comme une épidémie silencieuse depuis 40 ans dont on ne s'occupe pas. On a environ à peu près 5 millions de personnes qui sont au chômage en France et parmi elles, 40% qui sont au chômage de longue durée, c'est-à-dire qui sont privés d'emploi depuis plus d'1 an. Et on n'en parle pas assez, mais la privation d'emploi entraîne toutes sortes de pathologies. Quand vous êtes privé d'emploi, vous avez plus de chances de tomber malade, vous avez plus de chances de mourir aussi, de contracter des maladies graves, de devenir dépendant de toutes sortes de choses, de l'alcool, de la drogue. Vous avez aussi plus de chances que votre cellule familiale, malheureusement, se disloque. Donc ce sont des pathologies qui viennent avec la marginalisation sociale qui résulte de l'absence d'emploi, dont on ne parle pas assez et qu'on laisse prospérer, et contre lesquels le marché ne peut rien. C'est-à-dire que le marché du travail fonctionne pour l'écrasante majorité de la population, mais pour ces 3% de la population qui sont au chômage de longue durée, donc parmi les chômeurs, elle ne fonctionne pas. Et il faut pour eux des dispositifs, que la puissance publique intervienne pour les sortir du puits dans lequel ils se trouvent et pour leur fournir un emploi dans des activités qui soient utiles à la collectivité tout entière. Et c'est ce qu'on a choisi de proposer avec notre proposition de garantie à l'emploi, c'est de créer des emplois dans les territoires et puis dans les secteurs qui contribuent à la reconstruction écologique, donc le secteur du recyclage, du reconditionnement d'objets, de l'économie circulaire ou même de l'agriculture, des services de proximité. Et à travers cette garantie à l'emploi, on réalise la promesse d'un droit à l'emploi qui a valeur constitutionnelle dans notre pays, puisque c'est le préambule de la Constitution de 1946 qui mentionne que chacun a le devoir de travailler et le droit d'obtenir un emploi. Préambule qui fait partie de ce que le Conseil constitutionnel appelle le bloc de constitutionnalité et donc qui a une valeur qui est supérieure aux lois. Donc cette promesse républicaine du droit à l'emploi, on la réalise à travers un dispositif comme la garantie d'emploi, qui est par ailleurs économiquement assez intéressante, si on se rend compte que le chômage de longue durée coûte très cher dans notre pays. ATD Quart Monde avait évalué ses coûts de l'ordre de 36 milliards d'euros par an. Ce sont des coûts pour les finances publiques, qui résultent des coûts pour les finances publiques, les pertes de cotisations sociales. Quand vous êtes au chômage, vous ne cotisez pas. Ce sont les dépenses d'allocation chômage, les dépenses d'administration du chômage. Ce sont aussi des coûts macroéconomiques, des pertes de compétences. Quand vous êtes en chômage depuis 2, 3, 4 ans, vous perdez vos compétences, vous perdez en compétences. Et ce sont aussi des coûts dont j'ai parlé, qui résultent des pathologies liées à la perte d'emploi. Donc des coûts pour le système de santé. Et tous ces coûts additionnés arrivent à ce qu'on peut estimer 36 milliards d'euros par an. Donc c'est une somme et on se rend compte qu'en fait, pour le même prix, entre guillemets, on pourrait financer directement des emplois pour ceux qui en sont privés. Voilà ce en quoi consiste la garantie d'emploi. Merci beaucoup pour cette réponse. Si vous voulez ajouter quelque chose, Marie et Adrien, n'hésitez pas. Alors, la garantie à l'emploi peut être mise en parallèle avec une autre proposition qui a fait le cœur de la campagne de Benoît Hamon, qui est le revenu universel. Donc on sait qu'il existe toute une déclinaison de revenu universel qui va de 200 € pour les propositions les plus libérales à 1 000 € pour les propositions les plus à gauche. Mais l'idée est toujours la même, c'est de donner une allocation qui est la même pour tout le monde, de manière inconditionnelle. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cette proposition? Est-ce que vous pensez que ça réglerait tous les problèmes actuels du marché du travail? Ou est-ce qu'on ne risque pas de tomber dans ce qu'on appelle une prime à la précarité dans laquelle les plus démunis sont contraints de travailler, puisque avec 1 000 € on ne peut pas survivre, donc on est obligé de continuer de travailler dans un marché du travail qui est toujours plus précaire. Voilà. Qu'est-ce que vous pensez de cette proposition? On peut commencer par... Ok, merci Loïa. Et bonsoir à toutes et à tous. Un grand merci aussi à Loïa et aux équipes du Vent se lève pour l'organisation de ce débat et au-delà de ça pour porter cette proposition et cette campagne qui est absolument essentielle. Voilà. Et je viens de voir Guillaume Duval, alors il est reparti, donc je le cherchais des yeux. Mais un grand merci évidemment à Guillaume Duval pour l'organisation de ces journées. Il n'est pas tout seul, mais quand même.
Une fois cette page de remerciements terminée, j'aimerais répondre à ta question, mais pour dire que c'est ni l'un ni l'autre. Parce que tu as présenté dans ton introduction le revenu universel en disant c'est soit une réponse aux problématiques qu'on présentait sur le marché du travail, soit une trappe à pauvreté. Et la réalité du revenu universel, c'est qu'elle a été pensée, alors en partie par les libéraux, hein, je reviendrai là-dessus après, mais elle a beaucoup été pensée dans une critique aussi du progrès tel qu'il était façonné jusque-là par les productivistes, par les adeptes de la technologie, par ceux qui pensent quelque part que la question de la croissance, du productivisme et de la technique aura réponse à tous les problèmes qui se posent à nous, dont la question de l'emploi, on reviendra aux libéraux tout à l'heure encore, mais aussi les problèmes de la planète, et évidemment les problèmes de santé et d'amélioration consciente de l'humanité. Et c'est toute la tendance aujourd'hui qu'on voit vers le transhumanisme, qui est une tendance qu'en tant qu'humaniste, on doit absolument contrer et sur lequel on doit s'alerter. Je reviens au revenu universel, mais je ne m'en suis pas éloignée tant que ça. Pourquoi ? Parce qu'il y a effectivement une version libérale du revenu universel qui est de dire on va distribuer de l'argent parce que de toute façon, demain, il n'y aura plus d'emplois. Et c'était un peu ce que soulevait Benoît Hamon en disant cette tendance-là, elle existe avec la robotisation. Et donc, il faut trouver d'autres manières de permettre à tout le monde de vivre, et notamment de vivre dignement, si il n'y a plus d'emploi. Mais évidemment, les libéraux, ils en font une sorte de concession. On va vous donner un peu d'argent pour que vous nous laissiez développer le type d'emploi, d'activité que nous, on souhaite, et puis pouvoir, nous, avoir les moyens pour partir dans l'espace, comme Jeff Bezos et compagnie. Mais alors vous allez bien rester sur Terre avec les petites quelques miettes qu'on vous aura données. Ceci dit, au passage, pour nombre de ces libéraux, le revenu universel permet de couper dans l'ensemble des autres dépenses sociales. Et donc, comme ça, en réalité, ça permet aussi d'amoindrir le coût pour l'État. Je passe là-dessus pour revenir à la proposition du revenu universel, qui est une proposition portée par Illich, par Ellul, par Charbonneau, par des écologistes qui critiquaient le modèle techniciste de développement et qui disaient qu'en fait, il y a un besoin de détacher dans notre société la question de la dignité et de la reconnaissance de la personne, la question de sa capacité à vivre, de son employabilité et de sa productivité individuelle et personnelle. Et donc pour ça, on a besoin de mettre en place un revenu universel qui nous permettra d'éviter la pauvreté et aussi de pouvoir détacher la valeur de l'humain de la valeur travail. Voilà. Donc ça, c'est un peu le package. À terme, on aura certainement besoin de ce revenu universel. Parce qu'effectivement, on va aller vers une société où il y aura moins d'emplois, très certainement, même avec un retour aux activités écologiques, hein, avec beaucoup plus d'agroécologie, par exemple, qui va demander un vrai retour à la terre, mais aussi parce qu'on peut imaginer une société dans laquelle, effectivement, à terme, la question de la dignité sera détachée de la question du travail et où on pourra avoir une reconnaissance de chacune et de chacun à travers d'autres moyens, notamment les questions de lien social, de solidarité, d'expression artistique et culturelle, etc., que par la valeur travail. On en est quand même encore un peu loin. Voilà. Et notamment, il y a une étude qui a été faite sur la question de la pauvreté par ATD Carmonde et d'autres, hein, Oxford et quelques autres, menée avec des personnes en situation de pauvreté partout à travers la planète, qui dit bien que la perception qu'on a, la conception qu'on a de la pauvreté aujourd'hui, c'est-à-dire uniquement à travers le revenu qu'on a à la fin de la journée ou à la fin du mois, c'est une conception qui est erronée. Et pourtant, on base toutes nos politiques de lutte contre la pauvreté sur cette seule approche-là. Et c'est un peu ce que disait Chloé, en disant, quand on n'a pas d'emploi, il y a plein d'autres choses qui nous échappent. La famille, le lien social, la santé, voilà, tout ça et la dignité. Tout ça, ça nous échappe. Et donc ATD fait ce travail de 3 ans de recherche participative avec des personnes en situation de grande pauvreté de plusieurs pays du monde sur tous les continents et revient en disant, il y a une approche multidimensionnelle de la pauvreté où il y a plein d'aspects qui rentrent en compte, et notamment la question de la dignité et de la souffrance, les deux ensemble, ce couple-là, c'est-à-dire une lutte contre la souffrance aussi qui apporte de la dignité, mais elle fait partie de ces multiples dimensions, comme le fait l'accès à la santé, l'accès à un logement, l'accès à l'emploi, et qu'en fait, il faut qu'on fasse varier notre approche de la pauvreté pour pouvoir tenir compte de toutes ces dimensions. Donc Loya, j'ai conscience que je ne réponds pas directement à ta question. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a une priorité, une urgence de lutte contre la pauvreté dans toutes ces dimensions, dont fait partie la question de l'accès à l'emploi. Et c'est pour cela que je trouve que la question de la garantie à l'emploi n'est pas contradictoire avec la question du revenu universel, mais doit faire partie des solutions que, notamment à gauche et chez les écologistes, on met sur la table
de sorte à pouvoir changer structurellement notre société, empêcher l'exclusion et remettre un petit peu d'égalité entre nous dans notre pays et puis certainement au-delà. Merci. D'abord, merci à toutes et tous d'être là et puis merci pour l'invitation, à la fois aux amis du Vent se lève, aussi aux organisateurs du Festival des idées et puis plus globalement à toutes celles et ceux qui, intellectuels, organisations diverses, ont contribué à porter cette idée de la garantie d'emploi ces derniers mois. On en a beaucoup parlé. Je pense à l'Institut Rousseau, à l'intérêt général, effectivement à la bataille menée pour les emplois verts. Bref, ça permet, même s'il y a des discussions entre nous sur des modalités et des débats sur la technicité de la garantie d'emploi, évidemment que ça permet de mettre au cœur de nos échanges finalement un outil qui est indispensable aujourd'hui. Alors, il ne faut pas sortir le débat que nous avons du contexte dans lequel on est. On arrive à la fin du quinquennat de M. Macron, et quand on va être au bout et qu'on va devoir se retourner pour en faire le bilan, on va bien se demander ce qu'on va pouvoir retenir. On va pouvoir retenir essentiellement que le patrimoine des 500 fortunes les plus riches était de 570 milliards d'euros en 2017 quand M. Macron est arrivé, et qu'il aura quasiment doublé à la fin du quinquennat. Et que dans le même temps, quand M. Macron est arrivé, il y avait 9 millions de pauvres dans ce pays, il y en a plus de 11 millions aujourd'hui. Voilà en gros le mandat qui aura été confié à M. Macron, c'est d'augmenter considérablement le patrimoine de ceux qui en ont le plus, sans pour autant que ça profite à l'intérêt général, ni au maximum de la population, on le vérifie. Alors, Chloé a parlé tout à l'heure à juste titre de la Constitution de 1956 pour rappeler que l'emploi est un droit qui n'est pas effectif aujourd'hui. Or, c'est l'État qui doit concourir à rendre ce droit effectif d'une part. Avant cela, dans la Constitution de l'an 1, après la Grande Révolution, il y a l'affirmation que la société doit la subsistance à tout citoyen en soit lui procurant un emploi, soit en créant les conditions de l'existence matérielle pour celles et ceux qui sont empêchés de travailler. Alors, on va se concentrer aujourd'hui, même si on pourrait parler longtemps de l'éradication de la pauvreté, indépendamment de la question de l'emploi, mais sur la question de l'emploi d'abord. Plusieurs constats. D'abord, le premier que je pose, c'est que le marché de l'emploi, parce qu'on parle beaucoup en termes de marché, considérant que le travail est une marchandise comme une autre, qui s'équilibre par le mécanisme de l'offre et de la demande, premier constat, le marché de l'emploi est défectueux. Puisque nous atteignons aussi un record, janvier 2021, c'est un nouveau record, c'est 6,8 millions d'inscrits, tous statuts confondus, à Pôle emploi. Ça fait un actif sur 4, donc c'est énorme. C'est l'échec de toutes les politiques censées relancer l'activité et l'emploi qui ont été menées ces dernières décennies, qui consistent pour l'essentiel soit à flexibiliser le droit du travail, avec la thèse qui finalement consiste à dire que plus de flexibilité, ça serait plus d'employabilité, ça ne se vérifie pas, à diminuer les indemnisations du chômage, avec notamment, on le voit, la réforme de l'assurance chômage qui vise soit à baisser les indemnités, soit à rendre plus difficile l'accès à l'indemnisation alors qu'un chômeur sur 2 n'est déjà pas indemnisé. Or, il faut affirmer les choses. Il n'y a aucune corrélation entre le contenu du droit du travail et le niveau du chômage. Il n'y a aucune corrélation entre le niveau de l'indemnité chômage et le niveau du chômage. Preuve, s'il vous en fallait une, le chômage était au plus bas dans ce pays quand il était indemnisé plus qu'il ne l'a jamais été. Dans les années 70, quand vous étiez au chômage, vous étiez indemnisé plus que votre salaire. C'était au-delà de 100%. Et pour autant, on n'a pas vu que les gens se vautraient dans le chômage ou ne voulaient pas retourner vers l'emploi parce qu'il y avait des carnets de commandes pleins, parce qu'il y avait de la création d'activités pérennes, et donc il y avait une dynamique dans l'économie. Donc leurs politiques sont inefficaces. Il faut y ajouter les subventions et les aides publiques, parce que c'est votre argent, c'est l'argent des contribuables, qui ont été versés sans aucune contrepartie, et dernièrement 140 milliards d'euros, sans qu'on ait vu finalement le retour derrière ça. Donc première chose, s'en remettre au marché pour solutionner la question de l'emploi, visiblement est une impasse. La deuxième chose, et qui va là plus directement contribuer à nos débats, voire peut-être à nos divergences s'il en est, c'est que pour ma part, et je parle au nom de la France Insoumise, nous ne croyons absolument pas, d'aucune manière, à la thèse selon laquelle le travail va manquer. Pourquoi ? Parce que nous avons devant nous des défis absolument considérables, au premier desquels la bifurcation écologique nécessaire qu'il va falloir entreprendre. Vous le savez, il y a des seuils d'irréversibilité qui ont été franchis. Il va donc falloir non seulement penser à tout changer tout l'appareil productif de fond en comble, faire toutes les bifurcations nécessaires, mais aussi, et ça va générer aussi beaucoup d'emplois, et on en parle trop peu,
des emplois qui vont viser finalement à s'adapter à la part d'irréversible liée au changement climatique. Et quand on regarde un programme comme par exemple celui que nous défendons, on se fait plutôt des frayeurs pour savoir s'il va y avoir assez de main-d'œuvre pour accomplir toutes les tâches qu'il y a à accomplir, plutôt que de savoir si le travail va manquer. Oui, si la pente consiste à laisser la main à ceux qui ont les commandes aujourd'hui, alors on peut penser que le travail va manquer, que l'emploi va manquer. Mais les tâches à accomplir, il y en a plein. Et Keynes disait, mais finalement, s'il y a des tâches à accomplir qui ne sont pas prises en charge et qu'il y a des femmes et des hommes pour les accomplir, pourquoi simplement pas faire le lien entre les deux? C'est la grande thèse fondamentale du mécanisme de garantie de l'emploi. Et ensuite, évidemment, c'est le fait, comme le disait Chloé, de rendre effectif un droit qui aujourd'hui est purement théorique, avec, on le sait, l'utilisation qui est faite du chômage de masse par le capitalisme, parce qu'évidemment, plus on se rapproche du plein emploi, plus les salaires ont tendance à augmenter, et plus il y a de chômeurs, et bien plus les salariés qui sont en emploi vont avoir tendance à revoir à la baisse leurs revendications, leurs demandes, et donc il va y avoir une pression à la baisse, notamment sur les salaires. Donc moi, je veux insister sur le potentiel, j'assume de le dire, hautement révolutionnaire d'une logique de garantie d'emploi. Alors après, il y a toutes sortes de modalités qui font que le curseur est mis à tel ou tel endroit, qui vont faire que, en réalité, c'est plus ou moins révolutionnaire. Mais le potentiel révolutionnaire est énorme. Parce que d'un côté, quand vous prenez par exemple le revenu universel, vous avez le souci en effet de permettre à chacun de subvenir à ses besoins dans un contexte où l'emploi est précaire. Mais vous n'empêchez pas l'emploi précaire. C'est-à-dire en gros, vous vivez avec et vous avez les conditions offertes par la société, c'est vrai, de vivre avec une situation de l'emploi qui est précaire. En revanche, quand vous instaurez la garantie d'emploi, ça veut dire que vous contestez le monopole du marché de l'emploi à créer de l'emploi, et donc vous lui contestez aussi le monopole qui consiste à pouvoir choisir si l'emploi est précaire ou pas. Donc c'est un potentiel qui est vraiment très fort de ce point de vue, et si on pousse le mécanisme au bout, c'est clairement finalement attraper le capitalisme par son point le plus sensible, et c'est en cela que nous y croyons beaucoup. Alors, j'achève ce premier développement, ça passe pour nous par plusieurs piliers. Notre objectif, réaffirmé, c'est le plein emploi. Avec Jean-Luc Mélenchon, on porte cette thèse, et tout le monde n'est pas d'accord à gauche avec ça, mais c'est que chaque femme, chaque homme aspire d'abord à vivre dignement de son travail. Et que s'il y a des tâches à accomplir pour tout le monde, il faut en créer les conditions. Mais ça ne passe pas que par la garantie d'emploi. Il y a une bataille à laquelle il ne faut absolument pas renoncer, c'est la question du partage du temps de travail. Parce que la productivité a considérablement augmenté ces dernières décennies, et alors qu'il y avait cette tendance à une meilleure répartition de la richesse ou de la libération du temps, songez par exemple à l'accumulation des semaines de congés payés que les travailleurs de ce pays ont obtenues, et réfléchissez et dites-vous depuis combien de temps n'a-t-on pas obtenu une semaine de congés payés supplémentaires? Or, depuis, la productivité a augmenté. Pourquoi ne l'a-t-on donc pas obtenue? Parce qu'il y a une prédation incroyable du capital sur le travail. Bon là, c'est la base marxiste, et je ne ferai pas de cours de base de théorie marxiste ici, mais vous comprenez bien que cette bataille ne peut pas être mise à côté de la question de l'emploi. Donc oui, par exemple, l'affirmation de la diminution du temps de travail dans la semaine, dans la vie, avec l'âge de départ à la retraite, on va peut-être en reparler bientôt, ou une 6e semaine de congés payés, c'est une nécessité, et on peut d'autant plus le faire qu'on sait que la richesse produite est très importante et permet de le faire. En face, on a un capitalisme qui n'investit plus, qui ne se soucie pas du long terme et de la relance de l'activité. 3 chiffres vous permettent de le vérifier. Les 10 dernières années, c'est 70% de hausse de dividendes versés aux actionnaires. Les salaires minimums, eux, ont augmenté en gros de 10%, et l'investissement productif a reculé de 5%. Donc en fait, ces gens-là ne se soucient pas de l'avenir et de l'intérêt général, mais ils opèrent cette prédation. Ensuite, c'est effectivement la grande direction qui consiste à dire la bifurcation écologique, changer les modes de production, de consommation et planifier tout ça. C'est créateur de beaucoup d'emplois. Nous, on les a chiffrés secteur par secteur, c'est considérable. Et évidemment, assumer le mécanisme de garantie d'emploi pour aller au bout du dispositif. Et je crois qu'avec tout ça, on a en effet les recettes qui permettent de rendre ce droit constitutionnel effectif. Merci beaucoup pour vos réponses. C'était très intéressant, Marie, que tu parles de la multiplicité de la pauvreté, des aspects de la pauvreté, parce que précisément, dans un revenu universel, disons basique, qui ne propose pas de changement systémique, mais simplement de verser une allocation, on répond simplement à un aspect de la pauvreté, qui est la pauvreté monétaire. Et par ailleurs, si on choisit de donner une allocation assez élevée, les coûts s'élèvent pour une allocation de 1 000 € à plusieurs milliards d'euros.
plusieurs centaines de milliards d'euros, et donc il est quand même possible après qu'on renonce peut-être à construire des services publics, des infrastructures, si on donnait une allocation de cette ampleur. Et c'est pas dit que les gens préfèrent avoir un revenu individualisé, monétaire, plutôt qu'une nouvelle école, un nouvel hôpital à côté de chez eux, voilà. C'était juste pour rebondir sur cette question de la multiplicité de la question de la pauvreté. Alors, comme je l'ai précisé en introduction, la garantie d'emploi, et comme tu l'as dit aussi, Marie, la garantie à l'emploi, c'est une politique publique qui est dite expansive, c'est-à-dire qui soutient la demande en cas de crise, et qui a donc comme fondement sous-jacent de vouloir toujours accroître la production, accroître la production et soutenir la croissance. Or, certains écologistes sont critiques précisément de ce modèle croissantiste parce qu'il ne serait pas aligné aux impératifs écologiques. Alors comment est-ce que vous conciliez ce modèle productiviste qui est sous-jacent à la fois à la garantie à l'emploi et au revenu universel d'ailleurs, avec les impératifs écologiques? Merci. Comme Adrien a enlevé son masque, j'enlève le mien aussi pour parler. Merci. Alors, non? Non quoi? Non? Tout va bien? Ok, super. Alors, il y a effectivement quelque chose qui semble contradictoire dans le fait de promouvoir un revenu universel, une garantie à l'emploi, dans la mesure où elle fournit du revenu en plus. Hein. Et à dire, il faut effectivement qu'on décroisse, en tout cas qu'on décroisse notre empreinte sur l'environnement. Mais la première réponse que j'ai envie de faire quand même, c'est que le problème principal, c'est pas tellement celui de l'emploi, mais beaucoup plus celui du capital. Et Adrien a rappelé la part des millionnaires qui se sont enrichis, la part d'investissements, notamment publics, qui sont partis dans des dividendes, tandis que les salaires continuaient à tendre à la baisse. La part qui part dans des dividendes plutôt que d'être investie dans la transition écologique. On a beaucoup d'études de la part du Carbon Disclosure Project, d'Oxfam, etc., qui viennent montrer ça. Hein, le fait que cette part d'argent, y compris celle qu'on dégage aujourd'hui dans le plan de relance, elle part vers de la production supplémentaire, par exemple de gaz au Mozambique avec Total, ou alors dans les dividendes et dans les paradis fiscaux, puisqu'on ne lutte toujours pas assez contre les paradis fiscaux. Le problème, il est d'abord celui du capital. Et il est d'abord celui du capital aussi quand on regarde les chiffres de l'empreinte carbone et écologique qui est la nôtre. On sait très bien, on sait pertinemment que les pays occidentaux, les pays développés, ont une empreinte carbone et au-delà, hein, sur les limites planétaires, qui est beaucoup plus élevée que les pays les plus pauvres. Et que la Chine aussi. Parce que la Chine est un pays avec beaucoup d'habitants. Et en dépenses par habitant, on est encore bien au-delà de la Chine. Si tout le monde vivait comme un Européen, on aurait besoin de 3 planètes aujourd'hui, sachant qu'on continue à faire augmenter notre empreinte écologique. Donc ça, on le voit aussi. Et c'est distinct de la question de l'emploi, c'est une question de prédation sur les ressources. Une prédation sur les ressources qui n'est pas seulement sur notre territoire, mais à l'extérieur. J'en veux pour exemple l'empreinte carbone de la France, où on dit qu'on a réduit nos émissions. Et c'est le cas au niveau territorial. Au niveau national, depuis 1990, on a réduit notre empreinte carbone. Par contre, si on tient compte de ce qu'on appelle les émissions importées, c'est-à-dire tous les produits à haute teneur carbone qu'on a importés dans notre pays, on a à peine diminué notre empreinte carbone depuis 1990. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a délocalisé l'emploi, c'est vrai. On a délocalisé l'argent, c'est vrai, beaucoup dans les paradis fiscaux. On a aussi délocalisé les pollutions. C'est bien la preuve que ceux qui portent atteinte et qui exploitent les humains sont aussi ceux qui exploitent les non-humains et le vivant, et qu'en fait, c'est toujours les mêmes qui saccagent les humains et les non-humains et l'ensemble et la planète, et qui accaparent les ressources, évidemment. Donc ça, c'est le premier point. Et après, je vais encore plus bas dans le détail. Au niveau français, quand on regarde les émissions par tête, on sait qu'en moyenne, les plus riches polluent 8 fois plus que les plus pauvres. Et Lucas Chancel a récemment publié les premières analyses de son ouvrage à sortir. Et qu'est-ce qu'il montre dedans? Il dit que les 50% des Français les moins riches ont une empreinte carbone par habitant légèrement supérieure à 5 tonnes, tandis que les Français les plus riches, et la plus petite part des Français les plus riches, ont une empreinte carbone de plus de 20 tonnes par habitant. Or, si on prend nos objectifs 2030, tout le monde doit faire un peu d'effort, on doit passer en dessous de 5 tonnes pour tenir nos objectifs climat 2030, mais évidemment, ceux qui doivent faire le plus d'efforts, ce sont les plus riches.
Et donc la question derrière, c'est évidemment la question de la consommation de notre système général de production et de consommation. En France, notamment en tenant compte de ces fameuses émissions importées, dont le Chancel prend compte dans ses calculs, on doit réduire notre empreinte générale, et ça passe notamment par les infrastructures dont tu as parlé, Loya. Parce que, évidemment, si on continue à favoriser l'avion sur le rail, ou en tout cas à prétendre favoriser le rail, mais enfin en le limitant avec des miettes, quoi. On a supprimé le Paris-Bordeaux, voilà, on est content. Si on continue à investir dans le gaz, on s'apprête à ouvrir 41 puits de gaz de mine en Moselle. On est en train d'exploiter du gaz à l'Andivisio en Bretagne. Voilà, donc si on ne sort pas immédiatement de l'exploitation des énergies fossiles, si on ne change pas notre modèle énergétique et d'infrastructure, si on ne rénove pas les logements, on n'arrivera pas à descendre notre empreinte générale. Et donc ce que ça montre, tout ce que je suis en train de vous raconter, c'est qu'on peut tout à fait avoir une politique de revenu universel et de garantie à l'emploi. J'ai dit précédemment que les deux n'étaient pas opposés, mais qu'au contraire, on devait garantir à chacune et à chacun, en tout cas moi c'est ma position, de ne pas, enfin il faut garantir que personne sur ce territoire ne vive en dessous du seuil de pauvreté. Un seuil de pauvreté qui est déterminé aujourd'hui au niveau du salaire médian, donc on ne peut pas le calculer de la même manière, mais on peut le calculer autrement, c'est des décisions politiques, et décider que personne ne doit vivre dans l'indignité dans notre pays. Voilà, ça c'est une décision qu'on peut prendre, elle n'est pas nécessairement expansive, elle n'est pas nécessairement productiviste, elle n'est pas nécessairement croissantiste, si tant est qu'elle est menée avec une politique de transformation écologique profonde de notre société, voilà, du modèle de production, de consommation, si tant est qu'elle est menée avec un changement majeur et radical de notre politique commerciale, si tant est qu'elle est menée avec une politique volontariste et ambitieuse de réduction des inégalités et de réduction de l'empreinte carbone et de l'empreinte écologique des plus riches d'abord et avant. Je crois qu'il faut respecter aussi la logique du débat inversé, si je ne me trompe pas. Donc peut-être qu'après, vous pouvez prendre la parole, mais je tenais simplement à préciser que tous les emplois ne sont pas productifs. Donc de faire le lien entre une garantie de l'emploi et un désastre écologique me semble un peu léger parce que, évidemment, il y a tous les emplois du soin à la personne, les emplois de nature intellectuelle. Et je crois qu'on entre dans une économie qui est tout à fait différente de celle que nous avons connue jusqu'à présent. Chacun a maintenant un réfrigérateur chez soi, des biens d'équipement. Bon. Donc on n'a plus besoin autant de produire de nouvelles choses que de les recycler, que de les reconditionner. Par contre, on a besoin d'investir une économie du bien-être, du mieux vivre, de la santé. Et donc ça, ce sont des viviers d'emploi qui, pour le coup, ne visent pas au vieux modèle productiviste. Juste une toute petite précision. Dans le débat qui nous occupe beaucoup sur la question de la croissance, entre les décroissants et ceux qui seraient à tout prix pour la croissance. Juste rappeler une chose, c'est que du strict point de vue économique, scientifique, la croissance, au sens la croissance du produit intérieur brut, du PIB, en fait, la question, c'est pas de savoir si le PIB doit croître tout simplement ou pas. Ça dépend pourquoi. Vous creusez un trou, vous le rebouchez, ça crée de la croissance, quoi. Alors après, on peut se poser la question de l'utilité sociale, écologique de tout cela. Moi, ma thèse, c'est qu'il y a des tas de domaines, notamment ceux que vient de citer Chloé, de l'emploi du soin, du lien, mais également tous les emplois liés à l'adaptation au changement climatique et tous les emplois liés à la bifurcation, c'est des domaines dans lesquels ça va croître. Ça va croître beaucoup au strict point, de la définition stricte de la croissance, au sens création de PIB, création de valeur, oui. Faire l'économie de la mer, par exemple, c'est un secteur dans lequel on a fait si peu, il y a beaucoup à faire pour la transition écologique, ça va croître beaucoup. Par contre, c'est clair qu'il y a un tas d'activités, par ailleurs, qui, elles, doivent décroître, et décroître fortement. Ça, c'est juste sur la question de débat croissance, pas croissance. Sur le revenu universel, il faut aussi qu'on fasse attention, parce que vous savez qu'il y a quasiment autant de revenus universels que de gens qui le proposent. Et que, par exemple, le revenu universel tel qu'il était porté dans la précédente présidentielle, j'insiste, il n'a pas qu'une vocation d'éradication de la pauvreté, raison pour laquelle nous avons un débat, voire un désaccord avec ce sujet. C'est un revenu qui est inconditionnel, ça veut dire que vous soyez très riche ou très pauvre, vous l'obtenez. Moi, je suis pour qu'on éradique la pauvreté à travers ce que j'appelle une garantie de dignité, c'est-à-dire en gros, toutes les allocations, les minima sociaux seraient relevés au niveau du seuil de pauvreté. Personne, en effet, ne doit vivre sous le seuil de pauvreté dans ce pays. C'est autre chose que de dire que tout le monde doit se voir, par exemple à la naissance, quelles que soient ses conditions sociales, obtenir un revenu identique sans prendre en considération
toutes les différences de revenus, les inégalités. C'est pas la même chose. Et c'est pour ça que j'insiste pour dire que la garantie d'emploi a, de mon point de vue, un potentiel révolutionnaire beaucoup plus fort, malgré les apparences, que le revenu universel. Parce que vous venez dire en quelque sorte, si le marché ne sait pas faire, si le marché n'est pas capable, ou si le marché, pire, utilise le chômage, eh bien, on ne va pas s'en remettre qu'à lui. D'ailleurs, ce n'est pas la fonction essentielle d'une entreprise. Souvent, dans le débat, on dit, vous savez, les gens qui nous gouvernent disent souvent, arrêtez, hein, ce sont les entreprises qui créent des emplois. Mais en fait, ce n'est pas la fonction d'une entreprise que de créer des emplois. Bien sûr, des entreprises créent des emplois, mais ce n'est pas leur but. Leur but, c'est la rentabilité. Créer des emplois, mais elles en détruisent aussi beaucoup. Si vous regardez les chiffres de ces dernières années, entre décembre 2019 et décembre 2020, c'est 284 000 emplois salariés qui ont été détruits en France, malgré des aides publiques versées de manière considérable. Donc finalement, la garantie d'emploi permet de dire, si l'objectif est de rendre effectif ce droit à l'emploi, il n'y a pas de raison qu'on s'en remette exclusivement au marché pour y répondre. La preuve, depuis plus de 20 ans, 30 ans, on le voit, ça ne fonctionne pas. Ouais, je reprends juste pour revenir quand même sur la question, c'est les termes d'économie bleue, moi, qui me font réagir. Et ce débat sur la question de la croissance, parce que parler d'économie bleue, à mon sens, et je pense que ce n'est pas tout à fait ce que vous suggérez, Adrien, mais bon, il peut y avoir des débats là-dessus quand même. À mon sens, parler d'économie bleue, c'est vouloir remettre de l'économie, du productivisme et de la course à la croissance dans le milieu marin et océanique. Et ça, je nous alerte beaucoup là-dessus. Pourquoi ? Parce qu'il y a un nouvel horizon pour la fuite en avant de la finance. La finance, quelque part, elle se suffit déjà à elle-même. C'est déjà des robots qui consomment en achetant des actifs et qui revendent et qui font gonfler la bulle comme ça. Bon, ça, on connaît les sous-jacents, on sait. Mais il y a quand même encore un petit bout qui doit être attaché à de l'économie réelle. C'est distinct, c'est dissous, c'est diffus, mais il doit quand même y avoir un petit bout qui est rattaché à l'économie réelle. Or, c'est quoi la fuite en avant du capitalisme et de la financiarisation aujourd'hui? C'est justement la nature. C'est justement la nature. Et à l'heure où l'on parle, non seulement la Commission européenne propose, mesure absolument antisociale, de mettre les secteurs du bâtiment et des transports routiers dans le marché carbone, donc comme on n'arrive pas à se mettre d'accord sur quelle politique publique il faut mettre en place, et puis entre les États, tout ça, on se dit, hop, la solution, c'est le marché. Mais en plus, de l'autre côté, on est en train de se dire, il faudra un accord de Paris de la biodiversité, et la solution, quelle est-elle? Bah, évidemment, c'est le marché. Et donc, on va mettre tous les bouts de forêt, toutes les aires humides, toutes les catégories diverses d'arbres, de biodiversité, on va les mettre sur un nouveau marché. C'est ça qui nous pend au nez, c'est ça qui est devant nous. Et c'est pour ça que je trouve qu'il faut faire extrêmement attention quand on parle des océans, de la mer, etc. Moi, je parle du vivant. Je parle d'une économie des droits de la nature qui respecte le besoin de la nature de se régénérer, où on puisse, nous, être humains, ponctionner sur la nature, mais où on lui laisse l'espace de se ressourcer, comme d'ailleurs on devrait faire avec les humains, et ça c'est sur les questions de bien-être au travail notamment, il y a un peu de boulot quand même derrière, mais où on ne cède pas aux sirènes de cette espèce de croissance verte, alors pas au sens où on l'entend en règle générale de croissance par le progrès technique dans le milieu vert, etc., mais vraiment de qu'est-ce qu'on va mettre sur le marché demain. Et oui, demain il y aura des poissons, oui, demain il y aura des bouts d'océan, oui, demain il y aura des bouts de mer, oui, il y aura des bouts de forêt, et donc ça doit être l'une de nos luttes, parce qu'ils sont en train de le faire, ils sont en train de le faire comme d'habitude, évidemment, dans des couloirs, dans des lieux qu'on ne peut même pas voir. En plus, en ce moment, c'est des couloirs virtuels, mais c'est en train d'arriver, et j'ai bien peur que dès octobre, on nous présente ce grand nouveau marché biodiversité qui est censé répondre à la crise du vivant. Et donc ça, il ne faut pas qu'on y cède. Alors c'est un peu éloigné de la garantie à l'emploi, mais je trouvais que c'était important de faire ce petit point quand même. Merci. Merci. Donc, je me présente aussi. Donc, je suis Jean-Louis Butour, j'habite La Charité et sur Loire. Et je suis retraité maintenant et j'ai eu un passé de fonctionnaire et surtout de syndicaliste, en vérité. Alors, moi, ce que je voudrais dire, c'est que je suis obnubilé par la façon dont notre société est exclusivement axée sur les questions de consommation depuis 2-3 décennies. C'est-à-dire tout passe par la consommation. On consomme de l'alimentation, on consomme des services, mais on consomme aussi des idées, on consomme du personnel politique, enfin bon.
tout sous l'aspect consommation. C'est-à-dire que l'humain, on ne peut même plus parler de citoyen, je dirais l'humain, il est cantonné à prendre, pas prendre, dans le cadre d'un marché où il n'a absolument aucune possibilité de décider du contenu du marché. Donc, il ne fait que prendre ou pas prendre. Et d'une certaine manière, parler d'emploi sans parler travail, ce que vous ne faites pas, mais je veux dire, ce qu'il ne faut pas qu'on fasse, c'est se cantonner à la question, justement, à une vue de la présence active des humains sur la Terre comme exclusivement des consommateurs. Et d'une certaine façon, la consommation d'emploi, c'est quelque chose qui ne m'intéresse pas vraiment. Enfin, je vais même dire que si on en reste là, on ne va pas aller loin. La prédation que vous évoquez, enfin, qui est un souci que je partage profondément, la prédation se fait par la production, pas par la consommation. La consommation, c'est un acte qui est second par rapport, c'est après, je veux dire, mais on produit d'abord. Et la décision de quoi on produit, c'est pas les citoyens qui l'ont, c'est les grandes entreprises capitalistes qui décident qu'est-ce qu'elles font du marché, qu'est-ce qu'elles produisent, qu'est-ce qu'elles font. Donc je pense qu'il faut parler d'emploi et forcément parler du travail en même temps, de manière à ne pas être que sur la consommation, mais être aussi sur la production et faire en sorte que les citoyens producteurs aient leur mot à dire sur la production. On ne va pas régler le problème de l'avenir de la Terre si tout le monde ne s'y met pas au plus près de la Terre, c'est-à-dire au niveau de la production. Et c'est un peu aussi la raison pour laquelle la perspective d'un revenu universel ne m'emballe pas, parce que j'ai un peu l'impression que c'est justement comment dirais-je, un élément du marché de l'emploi et de la consommation d'emploi. Enfin, c'est quand même un petit peu ça. Je ne veux pas aller trop loin, mais d'une certaine manière, je veux dire que c'est presque un prix à payer pas considérable pour les grandes entreprises capitalistes pour pouvoir continuer à externaliser et aller chercher les endroits où le coût du travail sera le plus bas. Sachant que ça sera compensé pour notre lumpenprolétariat domestique par peut-être un revenu universel. Bon, je ne sais pas ce que vous voulez. Moi, ça me fait un petit peu peur quand même. Donc, c'est pour ça que je pense qu'il faut, à chaque fois qu'on parle d'emploi, moi, je souhaite qu'on parle travail. Et quand on parle, enfin, je suis syndicaliste, donc moi, ce qui m'intéresse, c'est effectivement la question de l'emploi, de la garantie de l'emploi, le statut du travail salarié qui est proposé par plus ou moins les différentes grandes organisations syndicales, avec une manière plus ou moins différente. C'est un peu autre chose, hein. C'est quand même le fait de, une fois qu'on est rentré dans l'emploi, on n'en sort pas. On ne revient pas sur le marché, on n'en sort pas, on a un statut qui fait que si on quitte une entreprise, on ne quitte pas pour autant l'emploi. On est dans pour moi, un chômeur, c'est un salarié. Il est dans une position un peu différente, c'est un salarié. Voilà, donc je ne veux pas être un peu long, mais je veux dire que le travail, d'abord, comme concept, avant l'emploi, et la production avant la consommation. Oui. Merci. Oui, bonjour à toutes et à tous. Je me présente, puisque c'est l'usage, Benoît Boritz. Je suis auteur de différents essais, dont Au-delà de la propriété pour une économie des communs, paru aux éditions La Découverte en 2018. Je suis vraiment très heureux d'être à cette réunion aujourd'hui et de voir que la gauche s'unit enfin sur le terrain et met la question du plein emploi sur le devant de la scène. Je crois que ça faisait longtemps que ce n'était pas fait. Et là, je vois que tout le monde parle à peu près de la même... du même point de vue. Bon. Ceci étant, je suis extrêmement perplexe quant à la solution de l'État employeur en dernier ressort, et je suis assez critique de cette solution. Je suis critique de cette solution pour une raison très simple. J'ai peur que ça va créer un salariat à deux vitesses. C'est-à-dire qu'en fait, lorsque c'est l'État qui emploie les personnes que les entreprises ont rejetées, elle va leur garantir un salaire qui est le salaire minimum. Ça va être leur salaire. Et ils ne pourront pas aller au-delà. Deuxième élément qui me chiffonne dans cette approche, ça siffle, je ne sais pas tellement comment on peut faire, c'est moyennement... Oui, il a été éteint, bon. Bon, ok. Deuxième aspect qui me chiffonne dans cette solution, c'est qu'en fait, on exempte les entreprises d'embaucher la totalité de la production. On dit, le marché, il ne peut pas. Ok, le marché, il ne peut pas.
Et puis finalement, l'État, c'est un petit peu le pompier de l'économie. C'est d'ailleurs, quand on lit Pavlina Tcherneva, qui défend la garantie de l'emploi, c'est quelque chose qui est très clair chez elle. Elle dit, mais c'est formidable, ça va permettre de garder des travailleurs aptes à être réembauchés dès que l'économie repartira. Alors, je voudrais vous présenter une autre solution qui est développée sur le site pleinemploi.org. C'est la solution de la mutualisation partielle des revenus d'activité. En quoi ça consiste? Ben, ça consiste à mettre hors marché, à extraire une partie de la production de l'ensemble des entreprises pour la mettre dans un pot commun qui est redistribué immédiatement aux entreprises sur la base d'une somme unique par personne employée. C'est une proposition qui est totalement ouverte. On pourrait imaginer qu'on va mutualiser, de quoi garantir à chaque entreprise, de quoi payer un SMIC à chaque personne en emploi. Et ça va être fondamental comme révolution, parce que ça signifie que demain, lorsqu'une entreprise paye quelqu'un, la partie qui est inférieure au SMIC est prise en charge par l'ensemble des entreprises, c'est l'ensemble des entreprises qui payent, c'est plus l'entreprise, et elle diminue considérablement son risque d'embauche. Je vais même forcer le trait. Imaginons qu'une entreprise embauche au SMIC, propose un emploi au SMIC. C'est cool pour elle, puisqu'elle ne paye rien. C'est l'ensemble des entreprises qui payent. Et la partie non mutualisée que produira le salarié, ça sera son profit. Alors, bien entendu, je ne suis pas dupe. Dans une telle situation, les individus ne vont pas accepter un emploi au SMIC. Ils vont accepter beaucoup plus, c'est une évidence. Et donc, de ce point de vue, je dirais, le SMIC va devenir le pire, mais vraiment le pire. Tous les emplois seront au-delà du SMIC qui pourraient exister. Alors qu'aujourd'hui, c'est 13% de la population qui est payée au SMIC, et j'ai peur que l'État employé en dernier ressort va augmenter ce taux, ou peut-être faire décoller un petit peu plus, avoir à discuter. Dernier point important, le développement du travail autonome. Je crois beaucoup, et c'est quelque chose d'important, à l'entreprise, à l'idée d'entreprendre. Pour moi, ça n'est pas un gros mot. Ça devrait être une valeur de gauche. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, entreprendre, c'est, j'irais, malheureusement monopolisé par le monde libéral, alors qu'en réalité, ne peuvent entreprendre qu'une très faible minorité de personnes qui ont un bagage culturel, qui ont l'argent, qui ont les moyens de le faire. Là, avec ce système, on a la possibilité pour toutes et tous de démarrer sa propre activité, conforme à ses convictions, parce que c'est souvent de cela dont on parle, d'une manière seule ou d'une manière en coopérative, de le faire en coopérative, et on a la garantie absolue qu'on touchera au moins le SMIC, ou la partie qu'on aura décidé ensemble, pour démarrer son activité. Et on complétera, bien entendu, ce revenu par la partie non mutualisée de ce que l'entreprise réalisera. Je vais m'arrêter là pour faire court et laisser la place à d'autres intervenantes et intervenants. Juste pour dire que la base mutualisée, mais ça c'est dans le détail, est basée sur la notion de flux de trésorerie et qu'y compris c'est un outil d'aide à l'investissement. Donc je pense, alors c'est un régime interentreprise à mettre en place. C'est une révolution, je l'avoue, considérable. C'est évidemment pas en 22 qu'on verra ça, j'en ai absolument aucun doute, mais je pense que c'est un régime obligatoire interentreprise à imposer qui est exactement une révolution du même ordre que celle de l'institution de la sécurité sociale en 1946. Merci. Ça marche? Ouais. Bon, d'abord, merci pour vos questions. Sur la première question, sur le fait de dire il faut qu'on prenne plutôt les choses par le bout de la production que de la consommation, j'en suis assez pleinement d'accord, et spécialement sur la question du défi écologique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le consommateur se voit finalement pointé du doigt comme seul responsable de la situation. On lui fait plein d'injonctions. Et il a en fait, lui, la responsabilité dans les rayons d'un magasin de s'en remettre à l'étiquetage de tel ou tel produit pour savoir si ses choix sont vertueux du point de vue écologique. Par contre, on n'interdit pas à ceux qui produisent des saloperies d'en produire, ni même d'en faire la publicité. Donc en effet, je pense que c'est plutôt l'écologie de la production qu'il faut faire. Et je rassure Marie Toussaint, il ne s'agit pas de parler de productivisme. Mais la méthode
dépendent de ce que nous avons sous les yeux. Moi, je me réfère en matière d'écologie à la parole des scientifiques. Je crois que politiquement, aujourd'hui, tout le monde est écologiste. Tout le monde, en tout cas, se réclame de l'écologie politique. Donc, il faut après discuter des modalités entre nous. Moi, la méthode n'est déduite que par la situation telle que nous la décrivent les scientifiques. Ils nous disent le virage à accomplir est d'une ampleur considérable. Et comme on a perdu beaucoup de temps, on a un temps très limité pour accomplir un virage considérable. Moi, pardon, mais si on a un temps limité pour accomplir un virage considérable, en effet, je pense qu'il faut planifier, organiser. Je ne crois pas du tout à la logique. En fait, je ne crois plus qu'on ait le temps d'attendre que les petits ruisseaux fassent de grandes rivières. Bien sûr, ça ne veut pas dire qu'il faut une planification qui soit à 100% centralisée. Au contraire, il faut beaucoup s'appuyer sur les petits échelons, les communes, etc. Mais en tout cas, il faut une grande impulsion. Et quand on parle de planifier la bifurcation écologique de notre économie, c'est dans tous les secteurs. Quand je parlais d'économie de la mer tout à l'heure, ce n'est pas pour aller à la conquête de la mer. C'est pour dire que si on veut avoir pour objectif, dans un temps très court, d'atteindre le 100% énergie renouvelable, par exemple, en mer, il va falloir faire plein de choses. Parce que la mer, elle toute seule, elle possède les ressources d'énergie renouvelables qui sont considérables. Par exemple, il faut couler des tas d'hydroliennes en mer. Il y a des tas de choses à faire si on veut atteindre cet objectif. Et donc, j'en reviens aussi à ça, beaucoup de tâches à accomplir. Et puis, il y avait la question des droits associés à la personne. Moi, je crois beaucoup à ça, à une forme de sécurité sociale professionnelle hors emploi. C'est-à-dire le fait que les droits soient associés non pas au salarié dans son statut de salarié, mais à la personne tout au long de son parcours de vie, en termes de droit à la formation et tout le reste. C'est extrêmement important. Sur la deuxième question, avant de laisser la parole à mes camarades, sur le risque induit par la garantie d'emploi de produire un salariat à deux vitesses et finalement de maximiser et de plafonner tout le monde au SMIC. Je suis d'accord, c'est un point de vigilance. Mais néanmoins, je pense qu'on doit se rassurer. Parce qu'aujourd'hui, là, à l'heure où on se parle, il n'y a pas de garantie d'emploi. Et l'alternative, elle est entre quoi et quoi? Entre le chômage ou un emploi, alors en plus de la précarité, des temps partiels subis, etc., rémunéré au SMIC. Demain, avec une garantie de l'emploi, l'alternative ne sera plus entre le chômage ou le SMIC, ce sera entre le SMIC ou mieux. Parce qu'en effet, il faut en plus y associer la reconnaissance des qualifications. C'est pourquoi, quand on propose une garantie d'emploi, moi je suis par exemple très vigilant à ce qu'on regarde dans le détail les qualifications des emplois et que ce ne soit pas le SMIC pour tout le monde. Le SMIC, c'est le seuil, c'est l'entrée. Mais après, évidemment qu'il faut la reconnaissance de la qualification. Et enfin, puisque j'ai bien insisté sur le fait que la garantie d'emploi participait d'un tout pour conquérir à l'objectif plein emploi, j'ai parlé du temps de travail, j'ai parlé de la bifurcation écologique, j'ai oublié de parler tout à l'heure de quelque chose qui me paraît essentiel, et surtout dans la période où on voit par exemple toutes nos fonderies qui sont en train de fermer. C'est d'assumer le protectionnisme. On a un État qui est incapable de nous protéger. Ils ne savent plus le faire. Renault, PSA vont demain toujours avoir besoin de fonderies. Quand le PDG de Renault vous raconte que le sens de l'histoire, il a dit ça devant l'Assemblée nationale, c'est la fermeture des fonderies, c'est pas vrai. Il en aura toujours besoin demain, simplement il va aller produire en Espagne. C'est une délocalisation. Et donc, sur le protectionnisme, revenir à un débat qui, là, pour le coup, est plus musclé entre nous, c'est la question, effectivement, du cadre dans lequel tout cela s'opère. La plupart des délocalisations qu'on a sous les yeux, mes amis, sont des délocalisations intra-européennes. Parce qu'on a des traités européens qui, vous le savez, c'est écrit noir sur blanc, empêchent l'harmonisation sociale et fiscale. Donc, ça veut dire qu'en fait, on sait bien ce qui se passe. Ça veut dire que la bataille, c'est toujours, finalement, soit vous revoyez vos droits à la baisse, soit on part faire chez vos voisins. Et dans ces considérations-là, la compétition, elle est perdue d'avance. J'ajoute au passage que dans un moment où on a une crise de la démocratie qui est considérable, les Françaises et les Français voient les conséquences de l'application de ces traités, mais se rappellent aussi qu'il y a quelques années, ils ont dû se prononcer sur ces traités, en 2005, et que les gens se sont passionnés pour ce sujet qui était éminemment technique, et que les Français ont voté non, et que malgré leur vote non, on a appliqué le oui. Et ça, je crois que c'est le premier des divorces qui concourt à la situation qu'on a sous les yeux aujourd'hui, qui fait qu'on a une démocratie avec finalement de moins en moins d'électeurs, et je ne sais pas combien de temps peut vivre une démocratie sans électeurs. Je rebondirai sur ce que vient de dire Adrien sur la remarque qui disait que l'État employeur en dernier ressort, ce n'était pas une bonne solution. D'ailleurs, ce n'est pas du tout ce qu'on propose dans la garantie à l'emploi. Je ne crois pas non plus qu'un système où l'État emploierait tous les chômeurs de longue durée soit une bonne solution. D'abord parce que l'État n'a pas vocation à tout faire. L'État n'a pas vocation à être fleuriste,
ou coiffeurs, ou assumer tout type d'emploi qui peuvent s'envisager dans le cadre de la garantie à l'emploi. Et parce que là, on pourra créer un système à deux vitesses, pour le coup. Il y aura les fonctionnaires et les autres qui sont employés de l'État, mais qui ne sont pas fonctionnaires. Une manière plus émancipatrice de réaliser la garantie à l'emploi, concrètement, ce n'est pas de passer par un système de fonctionnariat généralisé, mais c'est d'aller vers, à mon avis, plusieurs leviers. On peut penser à territoire zéro chômeur de longue durée, on n'en a pas parlé pendant cette table ronde, pourtant c'est une expérience quand même fondatrice et intéressante qui a consisté dans 10 territoires tests à créer des entreprises à partir de rien, qui s'appellent des entreprises à but d'emploi, pour remettre au travail tous les chômeurs de longue durée d'un territoire. Et en l'espace de 3 ans, sur 30% de ces territoires, ils sont parvenus à l'objectif zéro chômeur. Donc c'est quelque chose de très prometteur qui passe par d'ailleurs une logique où on produit soi-même son emploi, on ne consomme plus, puisque les entreprises à but d'emploi, on se réunit tous, on délibère, et on délibère sur ce dont le territoire a besoin, qu'est-ce qu'il manque dans ce territoire. Parfois ça va être un service de coiffure, parfois ça va être un café, d'autres ça va être un atelier de réparation de vélos, d'objets du quotidien, etc. Et ensuite, on part de ce que les gens savent faire. Donc, Territoire zéro chômeur de longue durée a montré, à mon avis, une voie prometteuse, émancipatrice, où le chômeur est associé à la création de son propre travail. Mais ce n'est pas suffisant pour massifier la création d'emplois dont on a besoin dans le cadre d'un système de garantie de l'emploi. Donc, il va falloir s'appuyer sur les entreprises, aussi, je le pense, qui sont des organisations humaines structurées, qui savent accueillir de nouvelles personnes, y compris des publics en difficulté, puisque quand on parle de garantie à l'emploi et de chômeurs de longue durée, ce sont souvent des gens dont c'est pas facile de se remettre au travail. Donc il va falloir s'appuyer sur les entreprises avec des systèmes de contrats aidés qui existaient dans notre pays depuis 40 ans, qui ont été supprimés depuis 2017, avec des systèmes en s'appuyant sur les structures qui existent déjà, de l'insertion par l'activité économique. Voilà, donc il y a plusieurs leviers pour la mettre en œuvre, cette garantie de l'emploi, mais je crois que l'État employeur en dernier ressort n'est pas la meilleure. Il y a encore moins, mais je vais faire vite. Je vais faire super vite. Sur la question de production-consommation, pareil, je vais aller dans le même sens qu'Adrien, en allant encore un petit peu plus loin, dans la mesure où ce qu'on voit, et notamment sur toutes les questions écologiques, hein, mais ce qu'on voit, c'est que quand on construit un incinérateur, on a besoin de produire plus de déchets pour les mettre dedans, faire tourner l'incinérateur. Quand on construit un gazoduc, on a besoin d'usines, d'aller tirer du gaz de quelque part pour le mettre dans les pipelines, parce que sinon il n'y a pas de pipeline dans le gazoduc, et donc finalement la production appelle la consommation. Donc on a le bas de la chaîne dont a parlé Adrien, avec la pub, l'étiquetage, les supermarchés, voilà, et puis on a le haut de la chaîne aussi, parce que plus on produit, plus on crée les infrastructures pour produire, plus on produit, et donc c'est une espèce de chaîne sans fin, et on voit le gaspillage alimentaire, plus de 30% de l'alimentation, et le gaspillage dans tous les domaines. On peut parler du soja, de la forêt, des biocarburants, voilà, le gaspillage incroyable qui fait qu'effectivement, on est dans une société de la surproduction, même par rapport à la consommation, même si on est aussi dans une société de surconsommation. Et pour revenir un peu, peut-être pour rebondir aussi sur les derniers points qui ont été mentionnés, notamment par Chloé et qui rebondissaient sur Adrien, mais je crois que cette question sur le territoire zéro chômeur de longue durée, la question aussi du choix de son emploi, du choix de son métier, du choix de l'activité, elle est essentielle. Et donc là, il y a aussi une distinction au cœur de ces emplois à créer avec la garantie à l'emploi. On ne peut pas dire à tout le monde, on ne peut pas aller voir tout le monde et dire, voilà, dans la France de demain, un quart des Françaises et des Français seront agriculteurs et agricultrices, et donc ce sera toi, pas toi, pas toi, toi, mais toi aussi, mais pas toi, pas toi. On ne peut pas faire ça. On ne peut pas faire ça, et on peut encore moins le faire si la garantie à l'emploi a aussi un objectif de reconnaissance de la dignité des personnes qui sont concernées. Et donc, ces personnes-là doivent participer à choisir aussi quel est leur emploi. Alors, Chloé a raconté aussi un peu comment le territoire prend en main la question de l'emploi, d'où la nécessité aussi, et ça répond en partie, même si ça ne répond pas directement et franchement à la question des entreprises, mais d'où la nécessité de reprendre en main son bassin de vie, sa gouvernance économique sur son bassin de vie, et de repérer ce qui manque, de voir quels sont les besoins, et donc de s'organiser ensemble pour aller dans cette direction, créer les activités qui manquent,
et derrière, permettre aussi aux personnes en chômage, de longue ou de courte durée d'ailleurs, mais de pouvoir choisir aussi et contribuer elles aussi à ce qu'elles veulent faire. Je crois que c'est essentiel qu'on garde en tête le fait qu'aujourd'hui, justement parce qu'on est dans une situation de chômage de masse et de grande précarité, eh bien, on impose aux gens de choisir des métiers qui parfois leur coûtent plus cher que ce que ça leur revient, hein, et qui, en plus de ça, sont des métiers qui peuvent être vraiment agressifs dans la dignité des gens, parce que c'est des métiers dont ils ne voulaient pas, parce que c'est des métiers considérés honteux, et pour plein d'autres raisons qui sont parfois extrêmement personnelles. Je dis juste au passage, et je rappelle qu'à l'heure actuelle, le SMIC est en dessous du seuil de pauvreté. Donc il faut bien qu'on ait ça en tête aussi, en plus de tout ce qu'on se raconte, le SMIC est en dessous du seuil de pauvreté. Voilà, donc pour moi, il faut vraiment concevoir cette garantie à l'emploi comme un processus aussi de redémocratisation sur les territoires, de reprise en main de l'économie, qui n'est pas complètement dépendante, en conflit avec l'économie traditionnelle et donc qui pourrait influer sur les salaires, mais parce qu'on peut être aussi dans de la création d'activités. Et donc, il faut aussi avoir ça en tête. Un passage par un dispositif de garantie à l'emploi peut amener vers une création d'activités. Donc, évidemment, voilà, pareil, point de vigilance, rien n'est acquis, rien n'est évident, rien n'est systématique, mais on peut avoir des passages de l'un à l'autre si c'est fait avec intelligence et transparence et dans la démocratie. Bon, moi je suis Elias hein, de l'Indre. Il faut, ça va pas? Ça va ou pas? Ah, bah, d'accord. Ah, bon, j'ai... Donc, je m'appelle Grégory Roussel, je suis militant France Insoumise au sein du livret constituante pour une 6e République. Une petite critique d'abord sur, lorsqu'on parle d'environnement, c'est très important de se souvenir que notre univers, c'est espace-temps. Espace-temps. Donc, très important de se rappeler le temps. Personnellement, depuis que j'ai été licencié, je refuse absolument de privatiser mes temps futurs, que ce soit par la dette, et mes temps présents par le salariat privé ou par l'attention. Entendez que aujourd'hui, les puissances prédatrices du capital ne s'attaquent plus uniquement à notre environnement spatial, ni à nos temps futurs de par la dette, hein, c'est comme ça qu'on crée de la monnaie, bon, c'est le principe de notre économie, mais ils s'intéressent beaucoup désormais à nos temps conviviaux, qui étaient à l'extérieur du travail, et le travail évidemment. Le marché de l'attention et du divertissement, c'est le marché du temps disponible. Plus on a de chômeurs, plus on a de temps disponible, donc plus les forces de l'attention, les puissances de l'attention et du divertissement vont chercher à s'approprier ce temps qui serait extrêmement utile pour réussir à concevoir le futur et pour pouvoir planifier. Parce que si on veut protéger notre environnement, il faut voir sur les 3 tableaux, spatial, le temps futur et le temps présent. Pour pouvoir planifier, nous devons être utiles dans le présent. Si nous sommes captés par les forces de l'attention et du divertissement, qui ont aujourd'hui des algorithmes de plus en plus efficaces pour nous capter, et ils le font extrêmement bien, comment est-ce qu'on peut planifier quoi que ce soit? Comment est-ce qu'on peut être utile dans quoi que ce soit si tous nos temps sont privés et de plus en plus privés? Donc la grande question de la garantie par l'emploi, pour mon exemple personnel, moi je suis bénévole professionnel, je gagne pas une thune, je vais être au RSA dans pas longtemps, je suis SDF désormais depuis le mois de juillet l'année dernière, mais je suis utile, vraiment utile, dans un gros paquet d'associations, par mes actions militantes, et je contribue à l'utilité publique. Ben, je pense que c'est ce que permettrait réellement la garantie d'emploi, de nous permettre réellement d'avoir un impact sur le présent et sur le futur et sur notre environnement spatial. Voilà, c'était simplement ceci. Bon, moi je m'appelle Elias, hein, j'étais interprète et prof, donc surtout en Allemagne.
Bon, alors, juste quelques questions. Moi, je n'ai pas d'intervention comment s'appelle, si pointue là que j'ai entendu là qui me ravissent. Mais bon, alors voilà. Ça a existé la sécurité professionnelle, hein, sécurité sociale professionnelle. J'avais traduit une fois pour ça, et c'était au Danemark. Est-ce qu'il y a déjà un bilan, tout simplement? Et puis une question toute bête aussi. On parle du marché, on parle de dividendes et tout. Est-ce que bon, bah, interdire les dividendes, c'est un peu c'est possible, ou est-ce qu'on refaire ce qu'on disait dans les années 70, c'est-à-dire bah, il faut gérer nos entreprises nous-mêmes, quoi, l'autogestion, il faut passer par là, parce que tout ce qu'on pourra faire avant, bon, bah, c'est des palliatifs et tout, on va finir par le rapport de force est par là. Est-ce qu'il faut redire aux gens, c'est à nous de gérer notre économie, faire entrer la démocratie dans les entreprises, c'est-à-dire que bon, un peu de la cogestion à l'allemande, mais beaucoup plus développée, où petit à petit, on va s'initier à la gestion des entreprises. Et il faut un jour sortir du capitalisme qui fait la révolution à moitié, creuse sa propre tombe. Hein, c'est injuste. Voilà, et garder ça en perspective. Ce que je, bon, voilà. Ce que je, merci. Jean-Luc, je suis retraité. Enfin, j'ai cette chance. Hein. Je ne cherche pas du boulot. Je dirais qu'il y a plusieurs choses qui me posent problème. Bon, je n'ai pas voté. Bon, et je ne voterai, à mon avis, pas avant longtemps. Pourquoi? Parce que je dirais que la situation, on parle du travail, oui, d'accord. Mais je veux dire qu'il n'y a aucun parti de gauche, de droite, d'écolo, qui ne parle pas du gros problème fondamental qu'il y a. C'est-à-dire que le gros problème fondamental, c'est les fondamentaux. Les fondamentaux, c'est quoi? C'est liberté, égalité, fraternité, et tout ça, ça brûle. Et comme disait dans une phrase de Chirac, mais les politiques regardent ailleurs. Donc, moi, je veux bien, hein, comme les écologies, ils parlent d'écologie. Moi, je suis pour l'écologie, oui. Mais bon, je ne suis pas pour, en 2023, payer des factures d'électricité monumentales parce que l'électricité va être libérée et ça, les écologies n'en parlent pas. Je ne suis pas non plus pour acheter une voiture électrique. Non, je veux dire qu'avoir du travail, oui, déjà, c'est déjà un bon point, mais avoir de quoi se payer une voiture électrique, bon, moi, je veux bien. Je veux dire qu'on ne parle pas du concret aux gens. Les politiques vendent leurs salades, tous confondus. Mais je veux dire que concrètement, bon, ben là, vous avez l'essence qui grimpe, vous avez le gaz qui grimpe, bientôt il y a l'EDF qui va grimper, et après, on fait quoi? On fait quoi? On dit aux gens, bon, ben, revenu universel? Oui, pourquoi? C'est comme les restos du cœur, pour pas que les gens se révoltent. Bon, c'est sûr que le revenu universel, il viendra, pour pas que les gens ils se révoltent. Oui, d'accord, c'est bien. Là, dans la salle, qui connaît le décret du 11 mars 2021? Qui connaît le décret du 11 mars 2021? Alors, le décret du 11 mars 2021, ça n'a rien à voir avec le boulot. Mais bon, l'État actuellement met ses petites bornes tranquilles. Alors, le décret du 11 mars 2021, c'est de permettre au RER et au métro d'établir une surveillance globale de tous les passagers. Donc, au départ, ils voulaient mettre des PV à ceux qui n'avaient pas de masque. Ça a été, la CNIL s'y est opposée. Donc là, le décret du 11 mars 2021, c'est de tester la surveillance des gens qui prennent le métro et le RER parisien. Pourquoi? Pourquoi? Parce que le projet actuel, qui n'est pas dit ouvertement, mais qui est dans les tuyaux, c'est de mettre la reconnaissance faciale pour les JO de 2024. Et donc, en attendant, on prépare les bornes. On prépare aussi le fait que, bon, ben, après, si vous voulez manifester, bon, il y aura la reconnaissance faciale. Et puis, bon, si la manifestation est interdite, eh ben, vous recevrez le PV chez vous. Comme vous avez à Nevers, un maire très sympa qui a mis des emplacements électroniques sur des capteurs électroniques sur la chaussée. Bon, c'est pour dire, si vous aurez moins de difficultés à trouver une place. Mais dans l'avenir, c'est aussi pour mettre des PV à distance.
Enfin, bon, pour l'instant, bon, bah, il y a une situation, une civilisation qui s'installe tranquillement. Bon, en Chine, ils ont un système, hein, c'est un nombre de points. Si vous n'avez plus de points, vous ne pouvez plus utiliser les transports. En France, ben, c'est le PV, hein, c'est le système du PV. Bon, je veux dire que il faut comprendre que la base, c'est quoi? Donc, c'est liberté, égalité, fraternité. Après, bon, c'est la base. Après, il y a le travail, ok. Mais si cette base-là, les partis politiques la défendent pas, je veux dire que vraiment fortement, je veux dire que bah, le travail, bah, il n'y en aura pas, puis c'est tout. Hein. Je veux dire que la liberté, si vous n'avez pas de travail, vous n'avez pas vraiment de liberté. Hein. Si vous n'avez pas de revenus, vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez. Donc, bon, là, pour les élections qui sont à venir, on va insister sur la sécurité. La sécurité, ben, ça porte atteinte à la fraternité, parce que bon, ben, la sécurité, c'est quoi? C'est le Covid, c'est l'islamiste, c'est le migrant, c'est l'autre. Donc voilà. Donc après, on a bouclé la boucle. Bonjour, je m'appelle Adrien Akanati, je suis étudiant et assistant pédagogique en collège. Donc je suis désolé, il y a beaucoup de questions, j'en aurai quelques-unes. Alors d'abord une purement technique, j'avais sur le SMIC et qui serait inférieur au seuil de pauvreté. Il me semblait que le seuil de pauvreté était à 1027 €, quelque chose comme ça, et il me semblait que le SMIC c'était vers 1200 quelque chose. Donc si je fais une erreur, alors j'aimerais avoir une précision sur ce point-là. Ensuite, je voulais simplement, voilà, est-ce que il serait pertinent de parler du rôle et de la composition du Conseil constitutionnel tel qu'il est maintenant, lorsqu'on parle de l'effectivité à donner au préambule de 46, puisque vous avez parlé du bloc de constitutionnalité, qui comprend également notamment la charte de l'environnement, par exemple, et qui, par bien des aspects, ont finalement été dépourvus d'effets concrets. Ensuite, une dernière chose sur la planification écologique, la bifurcation écologique comme vecteur notamment de travail, de mise au travail pour relever les défis. Est-ce qu'on pourrait avoir des précisions, puisque sur la question du chômage, les libéraux ont beaucoup tendance à parler de la formation, comme enfin voilà, comme si c'était ça qui permettait d'apporter toutes les réponses. Et au moment de parler, au moment de se dire bon, voilà, on veut relever les défis écologiques, est-ce qu'on risque pas de tomber dans ce même travers, enfin dans cette vision, dans cette conception? Et donc voilà, je demande juste des précisions, puisque voilà, c'est cette vision-là de la planification écologique pour relever un peu le défi de l'emploi en parallèle me parle énormément. Mais voilà, c'est simplement pour avoir des précisions, et voilà, merci. On va se répartir. Oula. Ça va? C'est bon? On va se répartir les questions qui étaient très riches. Moi, j'ai envie de répondre à la vôtre parce qu'elle m'a semblé passionnante. Et elle me rappelle beaucoup un ouvrage qui a été publié récemment par un monsieur qui s'appelle Gérald Bronner et qui, pour décrire ce que vous dites, parle d'apocalypse, une apocalypse cognitive, un braquage des écrans et de toutes sortes de stimulations qu'ils nous font sur nos cerveaux. Et les réseaux sociaux, notamment, ont été construits par des gens très, très intelligents qui sont des spécialistes des sciences cognitives et qui savent exactement ce qui nous rend addicts. Donc, ce qu'on appelle l'infinite scroll, le fait de scroller sur son téléphone et qu'il y a toujours quelque chose de nouveau qui apparaisse. Le fait d'aimer des publications qui excitent. Bref. Le fait est que ça pose un vrai problème politique. Ce n'est pas juste un problème technique. C'est que ça réduit considérablement notre temps de cerveau disponible, puisque nous avons un temps de cerveau disponible qui ne varie pas.
et pourtant un montant de circulation et d'informations qui circulent qui, lui, augmente de façon exponentielle. Et aujourd'hui, vous n'avez plus de hiérarchie entre les contenus. Et une vidéo de chat sur Internet qui secoue la tête avec une musique de fond sera toujours plus vue qu'un propos très éloquent par une personne qui parle très bien de choses très intéressantes. Donc ça pose quand même un problème, parce qu'avant ça, avant les réseaux sociaux, vous vouliez faire passer une information, vous aviez un média, et vous étiez sûr de toucher un public. Aujourd'hui, ça peut être très intéressant ce que vous racontez, très révolutionnaire, très important pour la société. Vous avez beaucoup de mal à concurrencer avec du contenu de divertissement. Donc du coup, vous faites de la politique spectacle, puisqu'il faut aussi que la politique devienne un spectacle pour remonter dans les contenus qui sont les plus visionnés. Donc ça me semble être un problème très urgent. Je n'ai absolument pas la réponse, mais je tenais à vous dire que vous avez mis là le doigt sur quelque chose de majeur, me semble-t-il. La réponse, on l'a donnée. Hein. Je donnais cet argument pour appuyer la garantie d'emploi. Réellement, c'est la seule réponse que je puisse imaginer en réalité. Après, je développerai dans d'autres formations, parce que j'écris des formations pour la France Insoumise, sur l'utilisation du jeu vidéo comme outil d'émancipation pour l'opposer à l'asservissement qu'il permet. Parce que le jeu est extrêmement puissant pour réussir à faire passer des informations ou pour apprendre. C'est le meilleur moyen d'apprendre quoi que ce soit. Donc il y a énormément de solutions qui existent, mais c'était vraiment sur une critique quand on parle environnement, souvenez-vous, le temps arrive même avant l'espace. C'est vraiment primordial dans nos réflexions politiques de se souvenir de ça. Et merci à l'Institut de la Boétie, du coup. Pour aller dans ton sens, j'insiste bien sur un fait important. La garantie d'emploi, l'idée que je m'en fais, c'est pas simplement comment régler le problème du chômage, pas que, en effet. Et c'est important, et du coup, c'est ce que tu dis. C'est à la fois comment on fait en sorte que tout chômeur volontaire, on n'insistera jamais assez sur la notion de volontariat, mais elle est essentielle. Il y a la notion de volontariat, mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas comment on fait en sorte que tout chômeur volontaire peut avoir un emploi, c'est l'objectif numéro 1. Le deuxième objectif sur lequel, c'est vrai, dans nos échanges, on s'est moins concentré, mais que tu soulèves, c'est que la garantie d'emploi, c'est aussi la définition démocratique et collective de quelles sont les priorités et quelles sont les tâches à accomplir. Et là, peut-être, on va avoir quelques petits points de désaccord, mais intéressants, qui contribuent au débat. Par exemple, j'ai regardé avec beaucoup d'intérêt ce qui a été fait autour de la logique un emploi vert pour tous, qui est déjà très abouti, qui est un mécanisme très bon. Mais j'y vois aussi des limites. C'est que quand j'analyse tout le détail des propositions, j'y vois incontestablement des leviers de création d'emplois, mais je n'y vois pas une garantie d'emploi. C'est-à-dire, quand je regarde le mécanisme dans le détail, ça va créer des emplois, on peut les quantifier. Un peu plus d'1 million d'emplois, je crois, c'est clair. Mais ce n'est pas un mécanisme de garantie d'emploi. Par exemple, il y a des détails techniques, mais qui sont des points de discussion, par exemple, entre Chloé et moi, sur, par exemple, tu parlais des entreprises et du fait de s'appuyer sur les entreprises, par exemple, de subventionner des entreprises pour encourager ça, mais ça veut dire que du coup, dans la définition réelle de nos objectifs, il faut qu'on voit comment on fait. Quand on décide de... Bien sûr, mais quand on décide, par exemple, de classer des emplois au niveau national selon leur utilité, tu as un changement, une alternance politique. Cette classification, elle peut changer aussi. Et enfin, il y a la question du financement. On a peu parlé aussi de la question du financement. Moi, je suis en radical désaccord, pour le coup, avec le fait qu'on utilise 1 seul euro de l'assurance chômage pour venir financer les mécanismes de garantie d'emploi. Non, l'assurance chômage, elle doit être renforcée à côté d'un mécanisme de garantie d'emploi. Et l'assurance chômage, sa vocation, c'est aucunement, jamais de financer l'emploi. L'assurance chômage, c'est une assurance. Et il faut rappeler, on ne le fera non plus jamais assez, que quand vous êtes au chômage, ce n'est pas la charité, c'est une assurance. Vous avez cotisé, c'est une part de votre salaire. Parce qu'on a tendance aussi à beaucoup culpabiliser les chômeurs là-dessus. Ce n'est pas la charité, le chômage. C'est une assurance à laquelle, en quelque sorte, vous souscrivez quand vous travaillez, et d'ailleurs, vous cotisez. Ça, je pense que c'est important de le rappeler. Et donc, il faut bien vérifier qu'il y ait étanchéité là-dessus, sur un certain nombre de choses. C'est assez principiel, mais j'y tiens quand même, j'y tiens beaucoup. Sur la question qui a été posée, liée aux dividendes, et bon, je pense que tout le monde a compris, on a donné quelques chiffres, mais bon, c'est pas un capitalisme soucieux de l'intérêt collectif qui va investir correctement pour demain et les défis qu'on a à accomplir.
Là, par exemple, on sait qu'en 2021, l'Observatoire des multinationales a relevé ces chiffres. On sait qu'en 2021, malgré la pandémie et tout le reste, ils envisagent pour le CAC 40 de distribuer 51 milliards d'euros de dividendes aux actionnaires. Bon, 51 milliards, on a tellement l'habitude d'entendre des milliards qu'on ne sait plus ce que ça veut dire, mais moi, ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est de voir que c'est beaucoup plus que leurs bénéfices. Leurs bénéfices sont estimés à 37 milliards et ils vont verser 51 milliards d'euros de dividendes. Ça veut dire qu'ils vont aller pomper dans la trésorerie et même loin derrière dans les caisses pour servir en dividendes. Donc, il n'y a plus toute place pour l'investissement, et y compris investir pour faire tout ce qu'on a à faire demain. Ça, c'est extrêmement important. Et de ce point de vue, et là je reviens au début, mais enfin, Macron, sa politique pour l'essentiel aura servi à ça. Je vois qu'on fait toutes sortes de louanges à la création d'emplois de Bernard Arnault, oui, mais il a aussi détruit beaucoup d'emplois. Et par ailleurs, l'évasion fiscale, ça compte, quoi. Je veux dire, c'est à peu près 100 milliards d'euros qui nous échappent chaque année. Tout ce qu'on pourrait faire à côté, c'est immense. Puis il y a une question presque d'ordre philosophique dans la répartition de la richesse. On ne dit pas que tout le monde doit être au même salaire, ce n'est pas la question. Mais est-ce que vraiment, par exemple, une personne a, quels que soient ses talents, ses mérites, son investissement personnel, 250 fois plus de besoins qu'une autre personne? Et après, ça pose la question de quel type de consommation on a quand on a des salaires qui sont 250 fois plus élevés que quelqu'un d'autre. Moi, c'est les chiffres d'Oxfam qui souvent me sont utiles pour faire des petites démonstrations pédagogiques. Sur Bernard Arnault, je ne sais pas si vous aviez retenu cet exemple, moi, il m'a beaucoup été utile. Ils avaient dit, si un citoyen avait pu, depuis le 14 juillet 1789, date de la prise de la Bastille, économiser 8 000 euros par jour, bon, hautement improbable, il obtiendrait aujourd'hui 1% seulement de la fortune de M. Bernard Arnault. Ça permet, disons, d'aider à matérialiser ce que sont ces milliards dont on nous parle tous les jours, mais au final, on ne sait même pas ce que ça représente. Vous avez des gens qui gagnent en 6 secondes ce que gagnera un salarié au salaire médian en une vie de travail. 6 secondes. Donc tout ça, ça pose aussi question. Enfin, sur la question des emplois liés à la planification écologique, clairement, je disais, nous, on se fait plutôt des sueurs pour savoir comment on organise cette bifurcation et comment on s'assure qu'il y a la main-d'œuvre pour accomplir toutes les tâches qu'il y a à accomplir. Il y a une part de relever les défis qu'on peut encore relever. Je pense par exemple à la transition agricole, passer d'une agriculture intensive en chimie à une agriculture intensive en main-d'œuvre paysanne relocalisée. C'est des centaines de milliers d'emplois à créer. Quand on parle de 100% ENR, c'est pareil. Entre ce qu'il faut défaire et ce qu'il faut construire, c'est des tas d'emplois à créer. Mais maintenant, on doit maintenant y ajouter, je crois, les emplois qu'il va falloir inventer liés à comment on s'adapte à la part d'irréversibilité, comment on amortit le choc. Parce que de plus en plus, c'est ça le débat. Je discutais une fois avec des scientifiques qui me disaient en 2017, votre discours écolo à la France Insoumise consistait à dire, en gros, on va se retrousser les manches, on va créer des emplois pour relever le défi. Mais plus on approche et plus les années passent, finalement, le débat va de moins en moins être un débat de comment on relève le défi, parce qu'il va falloir qu'on admette à un moment donné que le défi sera malheureusement plus possible à relever. Et donc le débat politique, ça va plutôt être comment on s'organise pour amortir le choc inévitable. Et je pense que ça, on est obligé de le dire aussi, parce que sinon, on n'est pas complètement en phase avec la réalité et la part d'irréversible qui existe. Je veux juste terminer sur l'abstention. Il y a quelque chose d'intéressant que vous avez dit. Vous avez dit aujourd'hui les valeurs fondamentales, en fait, vous avez défini la République. Hein, parce que la République, dans la bouche de plein de gens, c'est une leçon de morale, quoi. C'est l'ordre public. Mais non, la République, c'est pas un régime neutre, ça porte un contenu politique qui est sur tous les frontons de nos mairies et qui ne se vérifie pas. On ne vérifie pas la liberté partout dans le pays. Peut-on être républicain ou se prétendre comme tel et voter sans cesse des lois liberticides? À mon avis, non. Peut-on être républicain et concourir, comme l'a fait M. Macron, à l'extension des inégalités considérablement dans ce pays, alors que l'égalité est la valeur numéro 2? Non, à mon avis. Donc c'est-à-dire qu'il y a un confusionnisme, et vous avez toutes sortes de gens qui se revendiquent de la République et toutes sortes de choses, mais en fait qui vident complètement le contenu de ces termes. Et c'est extrêmement important de le dire. Et je ne souscris pas à l'idée que tous politiques, quoi, les formules englobantes. Juste, j'ai envie qu'on se prémunisse de ça collectivement, quoi. Moi, à l'instant où je suis passé de mon plateau de conseiller clientèle payé au SMIC pour devenir élu, je suis devenu les politiques. Hein, vous savez. Donc après, il n'y a plus rien de possible. Alors on fait quoi? On reste à la maison? Non. Et je crois que c'est ça aussi le défi le plus important. Il faut créer les conditions de faire en sorte que toutes celles et ceux qui s'abstiennent aillent aux urnes. Il ne faut pas simplement le décréter. Il faut parler du quotidien. Aller les voir et leur dire aussi qu'il y en a qui font le pari de l'abstention et qui en ont besoin. À votre avis, pourquoi est-ce qu'on ne déploie pas autant d'énergie que ça pour faire en sorte que l'abstention recule? Vous avez regardé un peu la sociologie de l'abstention? D'abord les jeunes, les ouvriers, les employés.
Autrement dit, ma thèse, mais je pense qu'elle est largement partagée parmi nous, c'est que certains ont fait ce calcul, ils n'ont pas intérêt à ce que les gens aillent voter. Ils n'ont pas intérêt. Ceux qui veulent que rien ne change ont besoin que vous restiez à la maison le dimanche des élections. Donc nous, on doit faire tout l'inverse. Et là où certains à gauche ont théorisé le fait que dans les milieux et les quartiers populaires, fallait plus y aller parce que les gens votent plus, et que donc, parce qu'on est électoraliste, on va là où les gens votent, moi j'ai envie de faire tout l'inverse. C'est d'aller précisément là où les gens votent plus, parce que eux, s'ils se déplacent, on sait dans quel sens va pencher la barque, à mon avis. Alors, je vais faire aussi... Grégory, du coup, il t'a été répondu, donc je ne vais pas appuyer. Elias aussi, notamment sur les dividendes. Hein, voilà, on peut espérer plein de choses. On me dit qu'il reste 3 minutes, donc il faut que j'aille super vite. Il y avait 3 choses à dire un peu importantes. Juste, Adrien, hyper rapidement, le SMIC, aujourd'hui, c'est 1 219 €. C'était ça, pardon, pas aujourd'hui, fin 2020. Et le seuil médian, c'est 1 228. Voilà, donc on est à peu de choses près au même niveau, mais quand même, le SMIC est en dessous. Sur le Conseil constitutionnel, évidemment, il y a un sujet. On a des juges extrêmement conservateurs. On a besoin d'avancer. On le voit dans tous les domaines, dans le domaine social, dans le domaine des libertés fondamentales et dans le domaine écolo. Donc voilà, faudra changer ça. On est plusieurs ici à demander une 6e République. Donc c'est quelque chose qui nous réunit. Et sur la formation, juste pour te répondre aussi, oui, les libéraux parlent de formation comme de l'espèce de rustine qu'on peut coller sur tout. Mais il ne faut pas oublier que la formation, c'est aussi une revendication de gauche. C'est pas seulement une nécessité pour la restructuration et la bifurcation, si je reprends les mots d'Adrien, écologique, mais c'est aussi le fait de permettre aux gens de se former tout au long de leur vie, de changer de métier, de s'épanouir. Et donc c'est aussi l'une de nos revendications. Il ne faut pas les lâcher simplement, mais évidemment, il faut des politiques de formation de gauche, voilà, et sociale. Peut-être du coup sur 3 points en mode hyper rapide. Le modèle social qu'on a, il fonctionne plus. Voilà, il fonctionne plus depuis longtemps. On vit sur une approche des questions de monétaire, d'inflation, de déflation, etc., qui n'est plus prouvée par rien. On vit depuis 50 ans dans un modèle social qui repose sur la croissance et où donc tout, absolument tout, est financé par une croissance hypothétique. Et donc c'est peut-être sur la garantie à l'emploi telle que vous la proposez, avec cette croissance potentielle, peut-être le seul reproche finalement que j'aurais à proposer à votre dispositif, vraiment sur une question de financement, mais qui pour moi peut se discuter et doit être creusé. Le problème qu'on a, c'est juste ça, c'est qu'on veut tout financer par cette croissance qui de toute manière, même en la recherchant, n'arrive plus. Ce qui croît, c'est les placements financiers sur les comptes de quelques-uns, voilà, c'est pas le reste. Et donc, on a besoin de changer complètement le modèle social. Et le problème qu'on a, c'est qu'aujourd'hui, quand on dit on veut faire passer la taxation du travail, notamment, vers une taxation environnementale, ok, ça marche un peu. Mais en fait, si on taxe les pollutions, et on a encore un rapport de la Cour des comptes européenne il y a 3 jours qui nous dit que c'est 55 milliards d'euros qui sont payés de la poche des contribuables pour répondre aux pollutions qui sont causées par des entreprises qui en tirent des bénéfices. Les entreprises, elles tirent tous les bénéfices. Par contre, elles nous font payer l'addition. Bon, si on change de modèle de taxation, on va taxer les pollutions, mais on veut qu'elles diminuent. Donc, en fait, on se condamne à avoir des ressources qui vont diminuer. Et donc, cette question-là, elle est travaillée par un certain nombre d'économistes qui font tourner des modèles. Elle est travaillée dans des think tanks, voilà. Mais on n'a pas encore de modèle abouti de ce que pourrait être un modèle social de la post-croissance où les modalités seraient un peu différentes. Et je crois que c'est une nécessité d'aller vers ce modèle-là, mais ce sera d'autant plus simple que l'on est à la tête de l'État, qu'on a entre les mains tous les outils de statistiques et compagnie qui nous permettent justement de vraiment aller dans ce sens-là, alors que maintenant, on se contente des données qui sont disponibles pour tout le monde et que c'est un petit peu différent quand on est en responsabilité ou pas. La dernière chose, et je ne ferai pas mon 3e point promis, c'était pour Jean-Luc. Jean-Luc, vous avez soulevé une problématique qui a été très forte pendant la crise des Gilets jaunes. Parce que la crise des Gilets jaunes, c'était une crise contre la taxe carbone. Au départ, le point de départ de cette crise-là. Et avec justement un nombre croissant de personnes dans le pays, plus d'1 million en réalité, qui nous ont dit, mais attention, cette taxe carbone, elle est peut-être bonne pour l'environnement, je reviendrai là-dessus, mais par contre, nous, elle nous coûte cher. Et c'est vrai qu'on a bâti notre territoire avec un modèle d'aménagement qui fait qu'on met les gens très loin de tout, et en même temps, on détruit tous les services publics de transport, notamment le rail, et on fait peser de manière complètement disproportionnée les taxes environnementales sur les plus pauvres plutôt que sur les plus riches.
Donc ça, c'est l'état des lieux. Et ce que j'ai trouvé intéressant, c'était qu'à la fois, les Gilets jaunes disaient, mais nous, on sait aussi, on est la génération Fukushima, on est la génération pesticides, on est la génération de l'amiante, on est la génération... Voilà, et on est les enfants de la génération du saturnisme. Et je pourrais en ajouter plein. Mais donc de dire, on le sait qu'il y a cette crise environnementale, qui est à la fois une crise climatique qui va mettre en danger la sûreté de la vie sur Terre pour les êtres humains. On est aussi dans une crise environnementale qui fait que on est beaucoup à souffrir, à être malade des pollutions et qu'on sait qu'à chaque fois c'est toujours les mêmes. On est beaucoup aussi à souffrir, par exemple, en Guadeloupe et en Martinique, à souffrir dans notre chair, à mourir très jeune. Et je pense aux paysannes et aux paysans agricoles dans la banane qui ont utilisé du chlordécone, qui utilisent aujourd'hui du glyphosate. Donc tous ces droits-là, individuels et collectifs, à la santé, y compris à la propriété, ils sont bafoués par le modèle qu'on a. Et donc moi, j'ai envie de dire deux choses. Il y a eu des erreurs dans la manière dont les politiques écologistes ont été menées. Et je pourrais remonter loin. L'un des exemples qui est en train de ressortir et de réémerger, c'est la question de la gestion de la politique de conservation. On a, en Europe, exporté un modèle aux États-Unis qui a été ensuite exporté partout autour du monde, un modèle de la conservation où on créait des grands parcs. On disait, ah, il faut que la nature soit sauvage et donc on va la laisser toute seule. Donc on a exclu toutes les populations qui habitaient là, on a exclu toutes les populations qui arrivaient, on a... Quand je dis on, les bureaucrates ont considéré qu'ils pouvaient donner des leçons de gestion de la nature et donc ils ont spolié les populations. Et encore aujourd'hui, par exemple en Éthiopie, la guerre au Tigré, elle n'est pas complètement déliée de cet enjeu-là. C'est du fait de scientifiques bureaucrates qui pensent qu'ils ont toutes les solutions et que ce qu'il faut faire pour protéger le vivant, c'est de virer les êtres humains qui habitent là. Ça, c'est impossible. Ça, c'est intolérable et ça fait le lien avec cette question de marchandisation de la biodiversité dont je vous parlais tout à l'heure. Il y a d'autres exemples. Je pensais par exemple à l'agriculture biologique. Tant qu'on ne change pas la PAC, eh ben, l'agriculture bio, on peut dire ce qu'on veut, elle coûte plus cher que l'agriculture dégueulasse qu'on trouve chez Lidl. Voilà, donc il faut changer la PAC. Et puis la question de la voiture, c'est pareil avec la taxe carbone. Et donc les réponses, elles sont politiques. Elles sont politiques et on peut décider de mettre en place une écologie sociale. En fait, pour moi, c'est soit de l'environnementalisme qui peut être antisocial, soit de l'écologie. Dans ce cas-là, c'est aussi social et démocratique. On le doit a fortiori, parce que la destruction de la nature, elle pèse d'abord sur les plus vulnérables. Et c'est une possibilité qu'on a. Et ça répond aussi à la question de la garantie à l'emploi, c'est-à-dire qu'on peut décider de reprendre en main notre devenir collectif, de mettre en place des solutions, que ce soit par un changement de la taxation, que ce soit par la décision de quelle politique écologique on mène, où, comment et avec qui, et que ce soit en décidant de permettre à chacun d'avoir à la fois un revenu de dignité, je crois qu'on était tous d'accord là-dessus, et puis un emploi pour toutes celles et tous ceux qui souhaitent en avoir un. Merci beaucoup. Je crois qu'il faut qu'on quitte la salle, malheureusement. Mais merci beaucoup pour ces échanges. Merci à nos intervenants. Merci à toute l'équipe technique. Et bien sûr au Festival des idées pour nous avoir accueillis.